Oui, il y avait des éléments. Il était clair qu'il allait se passer quelque chose, comme d'ailleurs il s'était passé lors des précédentes élections. Mais disons, l'ampleur de l'événement est effectivement surprenant parce qu'il y a la force des manifestations a été sans doute a dépassé ce à quoi tout le monde s'attendait, les autorités de Minsk comprises, qui s'attendaient à elles aussi à quelque chose, vu que le président Loukachenko avait prévenu qu'on n'allait pas s'ennuyer à la sortie des élections. C'est comme ça qu'il avait dit les choses. Donc effectivement, donc il prévoyait la bagarre. Il prévoyait quelque chose, mais pas à ce point. Comment elle s'organise, cette contestation aujourd'hui? On dit qu'elle est peu structurée. Alors, c'est-à-dire depuis très longtemps, il y a des opposants qui sont assez bien formés politiquement par des ONG occidentales, etc. Donc ça, vous avez un noyau d'opposants formés. Et puis, évidemment, vous avez une masse de gens qui se sont joints à ces événements. Alors là, c'était beaucoup moins prévisible. Oui, on dit qu'elle parcourt la société entière. Alors, oui. Toutes classes confondues. Sans doute, oui. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a quand même une grande différence entre la capitale et la province. C'est plutôt, si on doit voir des différences, c'est plutôt au niveau région-province plutôt qu'au niveau couche sociale, parce qu'effectivement, au départ, c'était sans doute beaucoup de jeunes classes moyennes, mais ce qui a sans doute beaucoup choqué, c'est la répression qui a mis des couches sociales peu mobilisables jusque-là dans la rue. Alors, c'est pas forcément la majorité de la société, puisqu'aujourd'hui, on a des contre-manifestations tout aussi importantes, mais plutôt en province. Excusez-moi de vous interrompre, mais la répression en Biélorussie, elle surprend encore ses citoyens? Oui, parce que jusque-là, on avait de la répression, mais j'ai envie de dire c'était de la répression individuelle et pas de la répression massive. Et en fait, c'est pas tellement la répression des manifestations de rue qui a choqué, c'est le traitement des prisonniers, enfin des personnes arrêtées après, lorsqu'elles ont été arrêtées, qui étonne énormément et qui, sans doute, pour des raisons qui restent à éclairer, dépasse sans doute ce qu'au moins une partie des autorités avait prévu de faire. Il y a eu un emballement des forces de répression qui reste difficilement explicable, et évidemment, à l'occasion, toutes sortes de théories du complot circulent sur le sujet, bien sûr. Bruno Dransky, on va revenir justement sur le récit de cette contestation avec Lou Bureau et Théa Bazdarevitch. C'est une colère sourde, contenue depuis des mois, brutalement sortie de son silence le 9 août dernier. Ce jour-là, Alexandre Loukachenko est réélu pour un nouveau mandat, son 6e à la tête de la Biélorussie, avec plus de 80% des voix. L'opposition crie à la fraude massive. Le lendemain, des milliers de Biélorusses descendent contester les résultats dans la rue. Passage à tabac, torture en détention, arrestation en masse, la répression est brutale. Mais pour Alexandre Loukachenko, aucun doute, les puissances étrangères sont à la manœuvre. Nous avons enregistré tous les appels venant de l'étranger. Ils viennent de Pologne, de Grande-Bretagne ou de la République tchèque. Ces gens contrôlent, excusez-moi l'expression, mais ils contrôlent nos moutons. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce le début d'un printemps biélorusse? Le mouvement est en tout cas inédit. Le 16 août, plus de 100 000 personnes défilent dans la capitale. C'est le plus grand rassemblement d'opposition du pays en 26 ans de dictature. Rassemblement à l'appel de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya, professeure d'anglais de 37 ans, devenue malgré elle candidate à la présidentielle après l'emprisonnement de son mari. Aujourd'hui, réfugiée en Lituanie, elle se dit prête à prendre le pouvoir. Je suis prête à assumer mes responsabilités et à agir en tant que leader national. Malgré son exil forcé, le mouvement ne faiblit pas. C'est même tout le contraire. Alexandre Loukachenko perd ses soutiens traditionnels. Les ouvriers lâchent à leur tour celui qu'on surnomme Batka, le père. Désormais dans les usines, le chef de l'État n'est plus le bienvenu. Merci, j'ai tout dit. Vous pouvez crier. À l'international, les condamnations s'enchaînent. Lors d'un sommet extraordinaire, l'Union européenne rejette les résultats de l'élection présidentielle. Le Kremlin, fidèle à sa position, estime que la crise politique de son voisin est une affaire intérieure. Alors que le président français, Emmanuel Macron, propose une médiation. Pour l'instant, celle qu'on appelle la dernière dictature d'Europe tient encore debout. Mais pour combien de temps ?
Bruno Dransky, oui. C'est la grande question. Est-ce que justement ce pays, donc on désigne, Loup-Bureau l'a rappelé, comme la dernière dictature d'Europe, peut-elle tenir? Alors écoutez, au cours des 2 derniers jours, vous avez eu quand même des grosses contre-manifestations très importante en province, faible à Minsk, mais très importante en province, qui semblait assez enthousiaste. Donc le président actuel, Loukachenko, peut sans doute compter sur une base. C'est important de le noter. Donc évidemment, ensuite, je ne suis pas devin et personne ne peut l'être. Justement, quel est le profil de ces gens qui ont été dans les contre-manifestations, qui sont en faveur du président Loukachenko? C'est-à-dire, il a beaucoup joué depuis quelques jours. On dit qu'il a changé ses conseillers de communication, c'est possible. Enfin, il a beaucoup joué sur le fait qu'en Biélorussie, on avait un quasi plein emploi, des minimums sociaux garantis, une situation stable, incomparable avec les pays voisins. J'ai en tête évidemment l'Ukraine, mais aussi dans une certaine mesure la situation sociale difficile en Russie. Et il a donc reçu, si je peux dire, l'appui de ceux qui ont peur d'une déstabilisation. Même les ouvriers qui se sont mis en grève et auxquels il a parlé, il leur a laissé entendre, aujourd'hui vous faites grève parce que vous arrêtez le travail, il a dit comme ça, vous arrêtez le travail parce que vous voulez être gréviste, mais si on change de système, vous aurez la privatisation et vous arrêterez le travail parce que vous serez chômeur. Oui, mais ce qui est une façon évidemment de leur dire. Bon. En même temps, voilà, cette politique de plein emploi, elle repose surtout sur un endettement phénoménal, avec effectivement justement beaucoup d'emplois publics, une agriculture qui est énormément subventionnée. Est-ce qu'elle peut tenir cette économie? Mais les ouvriers des usines qui se sont mis en grève sont des usines de pointe qui vendent des produits comme les tracteurs, les engins pour les mines, l'industrie pour le cosmos russe ou pour l'armée, qui là sont évidemment tout à fait concurrentiels sur le marché international. Et donc c'est sans doute pour ça d'ailleurs que ces ouvriers se sont dit qu'ils pouvaient faire monter la pression, mais c'est aussi pour ça que Loukachenko leur dit vous me devez quelque chose. D'où elle vient la colère des autres Biélorusses? Elle vient vraiment, là, vous l'avez dit, de cette répression où il y a une accumulation aussi? Non, parce qu'il faut dire que c'est son 6e mandat. Il est là depuis 1994. Bien sûr. Et surtout, il y a une usure du pouvoir. Il y a une usure du pouvoir et il y a en particulier une usure du pouvoir chez les jeunes qui n'ont pas les mêmes mentalités que leurs parents. Leurs parents étaient quand même très choqués par les conséquences de la disparition de l'URSS. Oui, Loukachenko, il faut le rappeler, hein, il a vraiment fait figure de stabilisateur du pays quand il a pris le pouvoir en 1994. Et c'est évident que pour les jeunes générations, ça ne veut plus rien dire. Ils n'ont pas connu cette époque-là. Et puis surtout, ils s'inspirent peut-être de ce qui se passe à l'étranger. Je parlais d'un nouveau Maïdan pour parler de l'Ukraine. Est-ce que ça, vous pensez que ça les inspire? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamentalement différent, c'est qu'il n'y a absolument pas de drapeau européen Ça, on l'a beaucoup dit. Voilà, et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que jouer la carte occidentale en Biélorussie ne marcherait pas. Donc on peut jouer la carte, et c'est tout à fait ce qu'on joue, du mécontentement, de l'autoritarisme, de la nécessité de changer de visage. Beaucoup plus que l'idée de changer de système, j'entends économique et social. Hein. Bon, il y a aussi quelqu'un qui a un rôle important. On ne sait pas encore exactement quel rôle il joue, c'est Vladimir Poutine. Et là encore, c'est quelque chose d'ambigu, c'est-à-dire qu'évidemment, en dépit des tensions qu'il y a pu avoir entre Minsk et Moscou, les deux pays sont très liés militairement. Hein, c'est-à-dire que les deux armées sont intégrées mutuellement. Il faut rappeler aussi quand même la position de la Biélorussie. Oui, bien sûr. Elle est collée à la Pologne, aux États baltes, c'est l'avant-garde en fait pour la Russie, justement un avant-poste sur l'Union européenne. C'est ça d'un côté, et puis d'un autre côté, si la Biélorussie tombait, si je peux dire, du point de vue de Moscou, c'est moins de 500 km de Moscou. Donc c'est évidemment inacceptable. Et ça, on le voit par les déclarations d'un certain nombre d'hommes politiques occidentaux, en particulier allemands, qui sont très conscients du fait que la Biélorussie ne peut pas être candidate à l'OTAN ou à l'Union européenne. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario à la Tchétchène avec une répression terrible ? Non, parce que je pense que les choses sont en train de se calmer quand même. C'est-à-dire qu'on voit... pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit les manifestants des deux camps se croiser sans se tabasser, ce qui est quand même
le témoignage d'une volonté de ne pas envenimer les choses, disons, de la part des deux camps. Est-ce qu'il y a une volonté de dialoguer? Est-ce qu'Alexandre Loukachenko peut l'accepter? Loukachenko a dit qu'il acceptait de négocier avec les collectifs de travailleurs et uniquement avec les collectifs de travailleurs. Maintenant, la question, c'est de savoir, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire et quel collectif de travailleurs, qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot. Mais bon, quelque part, il a même prévu, il a même dit qu'un changement de la Constitution par référendum était envisageable et qu'après quoi, évidemment, on pourrait faire de nouvelles présidentielles puisqu'il y aurait une nouvelle Constitution. Mais avec des élections qui pourraient être transparentes, est-ce qu'il a donné la garantie de la présence d'observateurs? Il faut bien dire qu'il n'y avait pas d'observateurs. Oui, alors, mais il se défend en disant qu'il avait prévenu l'OSCE et que l'OSCE n'a pas envoyé à temps les observateurs. Donc enfin, il renvoie la patate chaude, si je peux dire, dans le camp de l'OSCE. Ça l'arrange aussi, sans doute. Ça l'arrange aussi. Bon, la question, c'est de savoir justement dans quelle mesure la Russie va jouer son rôle de médiateur. Alors, avec les pays occidentaux, bien sûr. Oui, mais on aussi voit le rôle part, des Européens. Voilà, d'une part, mais il y a aussi le fait que Poutine a aussi, en Russie, des oligarques russes qui trouvent qu'un certain nombre d'usines de Biélorussie sont particulièrement attrayantes et qu'on aimerait bien les acheter. En particulier, par exemple, Soligorsk, l'usine d'engrais potassique, ou l'usine de tracteurs MZK, ou tout ce qui est lié au complexe. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Ça voudrait dire que ces oligarques aimeraient peut-être une liquidation du système Loukachenko pour pouvoir ensuite peut-être se servir. On parle beaucoup, oui, voilà, on parle beaucoup en particulier d'un oligarque russe mais d'origine biélorussienne d'ailleurs, qui dirige Uralchem et qui a jeté son dévolu sur Soligorsk, donc l'usine d'engrais potassique, et qui est très fâché que Loukachenko ne veut pas le lui vendre. Et on dit qu'il a beaucoup, lui aussi, un petit peu donné d'argent mais alors pas tant aux opposants qu'à des hauts fonctionnaires de Minsk qui seraient prêts à changer de camp. Mais justement, le chercheur biélorusse qui était cité par Le Monde, Tadeusz Gitchan, insistait sur le fait que l'effondrement des régimes de l'ex-Union soviétique venait en général d'une scission des élites plutôt que des rassemblements populaires. Vous êtes d'accord ? Ça peut jouer, oui. Alors, bien sûr, oui, tout à fait. Et il faut garder à l'esprit que nous avons déjà eu une espèce de révolution colorée qui a vu les pro-russes finalement maintenir le pouvoir, c'est en Arménie. C'est pas parce que... c'est pour ça que la comparaison avec le Maïdan est osée, alors dans les méthodes et dans les réseaux peut-être, mais en même temps, il y a des cartes différentes qui jouent. Il est clair que le Kremlin ne peut pas, entre guillemets, se permettre à Minsk ce qu'il a pu laisser faire ailleurs. Donc là, je dirais qu'on dirait plutôt vers un scénario arménien que ukrainien. Bruno Drinsky, on ne peut pas négliger non plus cette figure qui a émergé, celle de la rivale d'Alexandre Loukachenko, Svetlana Tsikhanovskaya. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, elle, en tant que telle, elle n'est pas une femme politique, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée là parce que son mari s'est retrouvé en prison. Elle joue un rôle en quelque sorte par défaut. Elle le dit elle-même, donc c'est même pas, je ne sais pas lui chercher la critiquer. Elle dit elle-même qu'elle n'est pas faite pour la politique. C'était une mère de famille. Voilà, qu'elle n'est pas faite pour la politique, qu'elle est prof d'anglais, et que elle occupe le terrain parce qu'il y avait un vide et qu'il fallait l'occuper. Mais je ne surestimerai pas son influence dans la mesure où, à moins que dans son entourage, elle ait les moyens de négocier avec Moscou, et Minsk, mais aussi Moscou en particulier, je pense quand même que c'est à Moscou que les cartes principales vont être distribuées et que Moscou joue aussi d'ailleurs le rôle d'intermédiaire entre Minsk et les puissances occidentales. Merci Bruno Drinsky d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté cet éclairage sur la